Donald Trump est-il le grand gagnant de la guerre commerciale? Alors que l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis a été qualifié d'humiliation et de soumission par de nombreux Européens, Donald Trump multiplie plus largement les accords qui ressemblent de son côté à des victoires. Mais alors, après des mois de chaos et une petite panique mondiale chez de nombreux responsables politiques, on va pas se mentir, est-ce désormais réellement une victoire de Trump? Comment analyser tout ça? On va voir donc factuellement ce qu'il en est. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast. Vous le savez, on continue le format cet été. Le 2 avril dernier, Donald Trump faisait donc trembler le monde en annonçant à la surprise générale une hausse massive des droits de douane sur de nombreux produits importés aux États-Unis, bouleversant ainsi en quelques heures l'équilibre des échanges mondiaux. Et les droits de douane dont on parle ici, c'est donc des taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. L'objectif affiché par Trump, il était très clair: réduire le déficit commercial américain, donc réduire l'écart entre les importations et les exportations. Et plus largement l'objectif était de relocaliser des industries aux États-Unis pour produire donc davantage à l'échelle locale. Et donc je le disais, ces derniers jours, les accords se sont succédés. Le dernier en date, on en a parlé lundi, c'est l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Désormais, les produits européens importés aux États-Unis sont soumis à des droits de douane de 15%. Alors c'est moins que les menaces notamment de 20% qui avaient été données par Trump, mais c'est beaucoup plus que la moyenne de 4,8% que l'on retrouvait avant l'arrivée au pouvoir de Trump. À noter aussi, on en parlait lundi, que l'Union européenne a aussi accepté notamment d'acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie venant des États-Unis, principalement du gaz naturel liquéfié, le tout sur une période de 3 ans. Et tout cela pose aussi des questions environnementales importantes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon, mais il n'y a pas que l'Union européenne qui a cédé dans tout ça, puisque Donald Trump a aussi fait plier la majorité des pays qui ont dû céder à ses exigences sous la menace d'augmentation drastique de droits de douane. On peut prendre le cas par exemple du Japon, le Japon qui était menacé de surtaxes pouvant aller jusqu'à 25% pour les voitures et 50% sur l'acier et l'aluminium. Et pour vous donner un ordre de grandeur, avant l'arrivée au pouvoir de Trump, ces droits de douane étaient d'environ 2,5%. Alors finalement, on est passé à 15% de droits de douane, avec là aussi des investissements massifs qui devront être faits par le Japon aux États-Unis. Même chose du côté des Philippines, on passe à des droits de douane de l'ordre de 19% contre des droits de douane entre 5 et 9% avant. Et dernier exemple pour la route, histoire qu'on voyage un petit peu dans ce format, au Vietnam par exemple, eh bien le Vietnam était menacé de droits de douane allant jusqu'à 100% sur le textile et les composants électroniques. Et finalement, là aussi, il y a eu un accord qui fait que le Vietnam va importer davantage de produits agricoles venant des États-Unis. Alors sur le plan politique, clairement, il y a une forme de victoire ici du côté de Donald Trump. Il peut revendiquer un rapport de force qui a été gagné. Il a réussi à imposer ses conditions et à forcer ses partenaires à négocier, le tout donc sous la forme de menaces, autrement de droits de douane plus importants. Et cette stratégie, certes, elle peut sembler chaotique, et dans les faits, elle l'a été pas mal, mais en l'occurrence, elle a fait plier plusieurs pays. De ce point de vue-là, très clairement, c'est une victoire d'une certaine façon pour Donald Trump. Maintenant, est-ce une victoire totale? Eh bien, il faut rester factuel, il y a des éléments tout de même à nuancer sur tout ça. D'abord, c'est pas forcément une victoire pour les consommateurs états-uniens. Comme on l'expliquait à l'instant, ces droits de douane, ils vont être payés par les entreprises états-uniennes, et donc si ces entreprises décident de continuer à importer des produits européens, eh bien elles risquent de répercuter ces taxes sur les prix et donc sur les consommateurs. Autrement, l'autre risque, c'est que ces entreprises réduisent leurs marges, et dans certains cas c'est possible pour des entreprises qui réalisent des profits importants, mais pour des entreprises qui ont peut-être certaines difficultés, eh bien ça peut potentiellement entraîner des suppressions d'emplois ou des difficultés, bref, à l'échelle de l'entreprise. Il y a donc un risque de hausse des prix qui a été d'ailleurs soulevé par les bureaux administratifs aux États-Unis. Il y a aussi le risque que certaines entreprises d'ailleurs ne puissent pas réellement relocaliser aux États-Unis. Si on parle par exemple de produits de luxe ou de technologies spécifiques qu'on peut retrouver dans certains pays, eh bien dans certains cas, ce n'est pas forcément évident, comme ça en un claquement de doigts, de relocaliser aux États-Unis. Et donc certaines entreprises états-uniennes peuvent se retrouver en difficulté. Et puis maintenant, est-ce que c'est réellement une victoire diplomatique? Alors certes, c'est évident, il a obtenu ce qu'il voulait, mais ces accords, parfois, ils sont vécus comme une forme d'humiliation, et c'est le cas par exemple en France et dans plusieurs pays européens. Le Premier ministre François Bayrou a parlé d'une forme de soumission. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé ce mercredi déclarant, je cite, « Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. » En fait, ce qui va être intéressant à observer, c'est la relation à long terme entre les États-Unis et les pays européens. Et tout ça pourrait d'ailleurs pousser un certain nombre de pays européens à se tourner vers d'autres alliés potentiels. On a vu d'ailleurs ces derniers jours un rapprochement plus important entre les pays européens et certains partenaires, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, on peut penser d'ailleurs aussi au Canada. Alors maintenant, c'est trop tôt aussi pour conclure sur tout ça, déjà parce
qu'on sent que côté européen, il y a encore des envies de négocier sur certains détails de cet accord. On peut aussi noter qu'il y a encore des négociations importantes entre les États-Unis et la Chine, et c'est clairement les deux superpuissances qui s'affrontent dans le cadre de cette guerre commerciale. En l'occurrence, aucun accord n'a pour l'instant été conclu, donc il faudra voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Il faut noter au passage qu'il y a des recours juridiques aux États-Unis, puisque le tribunal de commerce international des États-Unis a statué que Trump avait outrepassé ses pouvoirs en mettant en place des droits de douane ainsi, alors qu'en théorie c'est au Congrès notamment de voter de tels droits de douane. Là-dessus donc on verra ce qu'il en est d'un point de vue juridique. Dans tous les cas ça me paraissait intéressant d'analyser tout ça avec les premières informations, sachant que vous l'aurez compris, tout ça risque d'évoluer. On vous tiendra au courant directement sur Instagram, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et cet été, pour suivre aussi l'actualité à l'écrit, vous le savez là aussi, pour avoir aussi des recommandations culturelles et tout un tas de contenus, de liens pour en savoir plus, on a une newsletter gratuite par email chaque jour. Pour essayer gratuitement, je vous mets le lien en description. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un puissant séisme de magnitude 8,8 a frappé l'océan Pacifique dans la nuit de mardi à mercredi au large de Kamtchatka en Russie. Il s'agit du plus puissant dans la région depuis 73 ans. Le tremblement de terre a déclenché des tsunamis en Russie et au Japon avec des vagues mesurant jusqu'à 5 mètres sur les côtes russes et 1,3 mètres au Japon. Un tsunami, c'est une vague ou une série de vagues très importantes. Alors au Japon, qui a été touché par un tsunami dévastateur en mars 2011, l'alerte a été rétrogradée dans de nombreuses régions, c'est ce qu'a indiqué le bureau météorologique de l'archipel, mais des alertes ont aussi été émises en Chine, au Pérou, à Hawaï, au Costa Rica, en Colombie et en Polynésie française, notamment aux Marquises, où des vagues de 4 mètres étaient redoutées. Le ministre des Outre-mer a appelé sur X à suivre les consignes de sécurité et à se préparer à une évacuation. Les États-Unis ont déclenché des alertes le long de la côte ouest, de l'Alaska à la Californie, et en Russie, les autorités évoquent des blessés et craignent plusieurs morts sans bilan confirmé pour l'instant. Des répliques pouvant atteindre une magnitude de 7,5 sont attendues. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, c'est le séisme le plus puissant depuis celui qui avait provoqué le tsunami meurtrier au Japon en 2011. On continuera de suivre la situation. Deuxième actu, 15 États occidentaux, dont la France, ont appelé les autres pays du monde à exprimer leur volonté de reconnaître la Palestine ce mercredi via une lettre conjointe. Cet appel des 15 pays a été lancé publiquement à la fin d'une conférence ministérielle qui s'est tenue lundi et mardi à l'ONU à New York, à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite. La déclaration a notamment été signée par les chefs de la diplomatie d'Andorre, d'Australie, du Canada, de Finlande, d'Islande, d'Irlande, du Luxembourg, du Portugal ou encore de l'Espagne. 9 d'entre eux n'ont pas encore reconnu l'État palestinien, mais expriment la volonté ou la considération positive de leur pays à le faire. De son côté, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a averti ce mardi que le Royaume-Uni reconnaîtrait la Palestine si Israël ne prend pas de mesures concrètes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza. Jeudi dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait annoncé que la France reconnaîtrait officiellement un État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Gaza, la France va larguer environ 40 tonnes d'aide humanitaire sur le territoire palestinien à partir de vendredi. L'ONG de défense des droits humains, Amnesty International France, a qualifié cette initiative de petit pas, tout en précisant que ces largages restent dérisoires par rapport aux besoins réels des Gazaouis. Troisième actu, des milliers d'enfants exploités par des réseaux criminels en France sont encore trop souvent traités comme des délinquants plutôt que comme des victimes. C'est ce que déplore l'UNICEF France dans un rapport publié ce mercredi à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains. Souvent impliqués de force ou manipulés, ces mineurs se retrouvent dans des trafics de drogue, des réseaux de prostitution ou encore des cambriolages. L'UNICEF déplore donc le fait qu'ils soient poursuivis pénalement pour des actes commis dans le cadre de leur exploitation. Il faut savoir que les mineurs représentent plus des 2/3 des victimes de cette traite d'êtres humains. Parmi eux, 92% sont des mineurs non accompagnés, donc des enfants étrangers présents sur le territoire français sans parents ni représentant légal. L'UNICEF appelle donc la France à inscrire explicitement dans son code pénal qu'une personne victime d'exploitation ne peut être pénalement responsable lorsque l'infraction commise est une conséquence de la traite. Et on finit avec cette actu, après Instagram, Facebook, TikTok et X, l'Australie souhaite désormais interdire YouTube aux moins de 16 ans. C'est ce qu'a annoncé la ministre australienne de la communication ce mercredi. Le but est notamment de les protéger, je cite, contre les algorithmes prédateurs. Concrètement, les jeunes âgés de moins de 16 ans ne seront pas en mesure d'avoir un compte sur YouTube. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre Anthony Albanese à la presse ce mercredi. Alors en théorie, les jeunes pourront toujours visionner des vidéos sur la plateforme, mais sans compte YouTube, ils ne peuvent pas commenter, s'abonner, liker, personnaliser les recommandations ou encore publier du contenu. Faut savoir que le Parlement australien a déjà adopté en novembre 2024 une loi en ce sens, interdisant l'accès aux réseaux sociaux évoqués juste avant pour les moins de 16 ans pour des raisons similaires. Mais à l'époque, le gouvernement avait indiqué que YouTube ne
serait pas concerné, notamment parce que la plateforme est très utilisée dans les écoles. Alors justement, YouTube a réagi ce mercredi, affirmant que la plateforme n'est pas un réseau social. Cette mesure doit s'appliquer aux plateformes en décembre, mais les détails de son application restent flous. Plusieurs experts estiment donc qu'il s'agirait d'une mesure plutôt symbolique. Merci beaucoup Blanche, et voilà donc pour les actualités du jour. Je suis toujours preneur de vos retours dans les commentaires, je pense que vous le savez. Comme je vous le disais, on continue ce format. Alors de mon côté, je vais prendre quelques jours de pause au mois d'août, mais l'équipe à tour de rôle va prendre le relais au mois d'août. Mais en attendant, je suis encore là pendant une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.